Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix des Pays-Bas 2024 qui a eu lieu à Zandvoort. Et c'est aussi le premier balado depuis les vacances, depuis le 1er août, parce que on avait besoin de se reposer. Et pour revenir sur ce Grand Prix des Pays-Bas, j'accueille avec moi François Carignan, un des modérateurs du groupe Facebook La Monoplace. Salut François. Salut Abdou, ça va bien? Oui, ça va mieux, toi? Ça va bien, ça va bien. Encore, pendant le summer break, perdu la voix à cause d'une grosse grippe, fait que je suis pas encore 100% de retour à la normale, mais je retrouve ma voix tranquillement. Ah oui, écoute, et si vous l'avez écouté lors des derniers épisodes, on dirait que ça paraît pas que François a perdu la voix. Hein? Ouais, ça venait avant, les derniers épisodes étaient avant que je tombe malade. Mais oui, vous allez peut-être entendre une petite différence dans ma voix. Ouais, exactement. Donc, on a eu les Olympiques, on a eu du beau temps, entre parenthèses, mais la Formule 1 est de retour aux Pays-Bas et c'est une victoire orange qu'on a eue comme depuis 2021. Sauf que ce n'est pas le orange auquel vous vous attendiez, c'est plutôt papaye, puisque Lando Norris a remporté le Grand Prix des Pays-Bas, mettant fin à la domination de Max Verstappen qui a remporté ce Grand Prix depuis son retour en 2021. Et d'ailleurs, Verstappen a terminé deuxième. Charles Leclerc sur Ferrari, troisième. Ensuite, on a Oscar Piastri, quatrième. Carlos Sainz, cinquième. Sergio Perez, sixième. George Russell, septième. Lewis Hamilton, huitième. Pierre Gasly, 9e, et Fernando Alonso, 10e. Et on n'a perdu aucun pilote, quoique on pourrait dire qu'on a vu seulement 18 pilotes, étant donné qu'on n'a pas vu les Sauber qui ont fini à 2 tours du vainqueur. Ouais, effectivement. Quand le meilleur de tes deux pilotes est une quinzaine de secondes derrière le plus proche, ouch! Ça fait mal. François, justement, on va faire comme d'habitude. Performance, contre-performance et moment cocasse. Bonne performance. C'était pas parti comme ça au début, mais Lando. Ouais. Honnêtement, là, super bonne performance. Sinon, tu sais, il n'y a pas grand monde qui a été extraordinaire. Sainz et Hamilton ont gagné plusieurs places. 5 et 6 places respectivement. Non, Leclerc, j'avais oublié, parti 6e, a fini sur le podium. Très, très bonne performance aussi. Fait que je te dirais, là, en ordre, Norris, Leclerc, Sainz et Hamilton. Contre-performance, Lance Stroll, encore une fois, tu sais, il partait quand même dans une bonne position. Une pénalité au puits, ça marchait pas trop, ici et là, j'avais pas l'air d'avoir vraiment de rythme. On m'en a parlé, mais les Sauber, absolument dans une autre dimension, là, vraiment, ce week-end. Yuki Tsunoda a perdu 6 places aussi, quand même, à noter. Moment que casse le trophée, mon Dieu, quelle atrocité. Les 3 trophées qui ont été remis aux pilotes sur le podium, vraiment, là, on dirait genre, tu sais, quand tu te casses quand on était jeune puis qu'on se cassait quelque chose, on avait un plâtre puis que nos amis écrivaient des mots d'encouragement dessus, on dirait ça, le trophée. C'est vraiment pas beau. À mon humble avis, j'aurais mieux aimé, si jamais j'avais été un de ces pilotes-là, j'aurais mieux aimé recevoir le trophée des constructeurs qui, lui, au moins, avait l'air de quelque chose de beau, plutôt que les trophées, on dit qu'on aurait leur trophée qu'on dirait que quelqu'un a écrit un petit mot d'amitié dessus au feutre. C'est pas très, très beau comme trophée. Moi, je trouve correct, mais ouais, ça aurait pu être mieux. Je me souviens que je pense que c'était soit en 2021 ou bien en 2022, Heineken avait conçu un trophée fait à partir de des bouteilles de leur bière. Alors, ça, c'était un beau trophée.
Ça, c'est probablement leur meilleur trophée qu'ils ont pu faire. J'aurais aimé ça que ça revienne, mais je dois dire, c'est pas si pire. Le trophée de la WWE était correct, honnêtement. Là, si je me souviens bien, là, celui qui était vert et blanc, quelque chose comme ça. En tout cas, je me rappelle pas de trophée qui avait été vraiment laid, mais celui-là, j'ai juste vu le trophée, je fais, oh boy! Genre, tu sais, si jamais tu veux gagner un trophée, dans tout ce qu'on a vu cette année, c'est probablement le dernier que je garderais. Ouais. Ouais. Ben, quoi que je préfère. Honnêtement, je préfère ça que les trophées Santander ou justement avec les Heineken. Parce que ça, c'est pas original. C'est répétitif et c'est super corporatif. Quoique, au moins, celui de Heineken qu'ils avaient fait pour le Grand Prix des Pays-Bas, c'était corporatif, mais il y avait de la créativité. Mhm. Euh, Bref. Ouais. Donc, non, je suis d'accord. Sinon, ben, pour moi, mes performances, ouais, Lando Norris, après son départ, ben, après avoir dépassé Verstappen, il était en contrôle. Donc, ça, je pourrais dire, ça, c'est une bonne performance. Ça, c'est une bonne performance. Effectivement, Charles Leclerc, mais aussi Ferrari, pour avoir réussi l'undercut, on en reparlera un peu plus tard. Et je vais donner aussi à Pierre Gasly, parce que tout le long du week-end, il a été de loin le meilleur pilote alpine et il était vraiment dans le coup pour marquer des points pour l'équipe. Alors, certes, c'est une 9e place, mais c'est une 9e place amplement méritée. Et surtout que, bon, c'est sûr que il a été dépassé par des Hamilton et Sainz qui avaient besoin de revenir, mais Gasly a fait le travail. Et même Nico Hülkenberg, malgré le fait qu'il finisse 11e, a fait une excellente gestion de course au niveau des pneus. Seulement. 57 tours sur les durs. Donc, ça a vraiment été un très beau travail de sa part, malheureusement, qui ne compte pas pour un point. Contre-performance, Aston Martin en particulier parce que en qualification, c'était bien. Lance l'avait quand même bien fait, mais même le premier relais était bien, mais ça s'est estompé, en fait, après les arrêts au puits. Alonso, au moins, a pu obtenir un point. Lance Stroll était plus en retrait en dimanche qu'en qualification, où c'est souvent son point faible. Mais, et là, tu en as parlé de la pénalité. C'était une pénalité évitable. Donc, avec tout ça, ben, je pense qu'il a fini 12e à la ligne d'arrivée, mais la pénalité de 5 secondes l'a fait reculer, ce qui a fait en sorte que Daniel Ricciardo termine 13e. Ouais, exact. Donc, vraiment, c'est une... Et même Esteban Ocon aussi, vraiment en retrait comparé à Gasly. C'était une course en 2 temps pour Alpine. Gasly a très bien fait. Ocon était à l'oubli total. Donc, on parle bien de Sauber, mais on n'a pas beaucoup vu Esteban Ocon non plus. Donc, c'était décevant. Et le moment cocasse, ben, c'est pas tant un moment cocasse, c'est plus un moment... OK, c'était pas prévu. Ben, c'est Haas avec l'histoire du paiement avec Uralkali, le fameux sponsor russe qui a fait en sorte qu'on a vu Nikita Mazepin en Formule 1 pour la saison 2021, qui n'a pas été payé parce que parce que la justice suisse a ordonné à Haas de payer au prorata, je pense que c'était 9 millions à Uralkali d'ici le mois de juillet, ce qui n'a pas été fait. Et là, Uralkali a saisi la justice hollandaise pour faire pression sur Haas pour qu'il paye, ce qui va être fait. Mais le problème aussi, c'est que Uralkali fait partie des compagnies qui sont sous le coup de sanctions avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, c'est plus compliqué qu'on le pense, mais actuellement, Haas ne peut
quitter Zandvoort au moment où on se parle, tant que le paiement n'a pas été fait. Ce qui devrait l'être. Et une fois que c'est fait, ben là, ils pourront partir pour l'Italie, là où aura lieu le prochain Grand Prix, d'ailleurs la semaine prochaine. Bon. On va parler de Lando Norris, François, parce que ça a été, on pourrait dire, ça a été de loin sa plus belle victoire. C'était dominant. Mais son départ, encore une fois. Ben, c'est vrai que ça fait combien de fois que je dis ça. Tu sais, moi, pendant un certain temps, tu sais, le monde n'en parlait pas trop, là. Mais j'ai refait le tour. Je te l'avais envoyé il y a quelques semaines, là, Ouais. de tous les Grands Prix à date cette année. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr que quand tu pars premier, c'est assez difficile de gagner les places. Ouais. Mais j'ai fait le tour de toutes les courses, toutes les sprints. Jamais Lando Norris n'a complété un dépassement, n'a gagné une seule position au premier tour cette année. Jamais. C'est le départ, même quand tu partais 6e, 7e, 8e, n'a jamais gagné une place au premier tour. Mm-hmm. Ben, là, je veux dire, oui, sa voiture l'a permis de gagner, il y a le pilotage, etc., mais aujourd'hui, la voiture était nettement supérieure à celle de Red Bull. On a vu que dès qu'il est passé devant, c'était fini. Mm-hmm. C'était réglé. Malgré le fait que Max est un maître sur cette piste-là, c'était fini. Ouais. Mais sur un autre circuit, ça peut faire en sorte que la victoire ne sera pas aussi facile. Red Bull, bon, Max, on entendait se plaindre de problèmes de traction, ben pas de traction, mais de downforce. Il y avait de la misère à vraiment accrocher la voiture en virage. La voiture était aussi plus lente en ligne droite. Mm-hmm. Il y avait pas grand-chose vraiment contre Lando. La Ferrari était peut-être la deuxième meilleure voiture ce week-end, honnêtement. Outre la qualification, là, je veux dire, la deuxième meilleure voiture en course, Leclerc a gagné 3 places, Sainz a gagné 5. Fait que je me dis, honnêtement, tu sais, c'est dur de servir Perez comme une référence. Hein? Ouais. Mais je trouve honnêtement que c'est l'écurie qui a le mieux paru après McLaren. Ouais, ça c'est vrai. Et le fait aussi que Piastri n'a jamais été capable vraiment d'aller, tu sais, il se rapprochait de Leclerc ici et là, vraiment en bas d'une seconde, mais jamais vraiment à la bonne place au bon moment. Donc, n'a jamais été en mesure vraiment de l'attaquer dans les 20-25 derniers tours en se passant avec le DRS. Ouais, Ferrari a peut-être, moi, c'est mon avis, vraiment avait la deuxième voiture. Puis Mercedes, c'était ordinaire aussi. Je n'ai pas senti vraiment là, que la voiture avait un rythme particulièrement intéressant. Ouais. Ouais, pour Mercedes, je suis d'accord. Pour ce qui est de Lando, moi je trouve que effectivement, une fois qu'il est parti en pôle, je pense que s'il ne fuckait pas son départ, excusez-moi le terme, il allait gagner de toute façon, peut-être qu'avec une plus grosse marge. Oh oui. Ah, il aurait peut-être gagné par 30 secondes. Ah oui, c'est clair, parce que il y a la domination de Norris, mais il y a aussi le fait que Verstappen n'avait pas de réponse, parce que au rythme de Norris, parce qu'il reculait sans cesse depuis que ce dernier l'a dépassé. Et même lorsque Verstappen a pris les commandes, je ne pense pas qu'il a été au-delà de 2 secondes. En fait, il n'a jamais atteint les 2 secondes, je pense. Jamais. Je pense 1.7 a été le plus haut. C'est ça. Donc, ce qui a permis au moins à Norris, et surtout avec comment il a bien roulé avec la gomme médium, est en mesure après de revenir sur Verstappen. Donc, je ne pense pas que donner la victoire à Verstappen aux Pays-Bas aurait été quelque chose qu'on aurait pensé. Je pense pas que ça aurait été possible parce que la McLaren avait le rythme, du moins du côté de Norris. Donc,
je pense que c'était écrit dans le ciel qu'on allait avoir une victoire McLaren. Évidemment, le départ, bon, ça c'est autre chose, mais Norris a été capable de revenir. Puis même dans les communications radio aussi, ils avaient déjà prévu le coup en cas d'éventuelle voiture de sécurité, de sortir avec les pneus médiums. Et ils avaient aussi un sacré gros gap sur Verstappen. Oui. Alors là-dessus, McLaren n'a vraiment pas fauté du côté de Norris. Du côté de Piastri, je pense que l'undercut de Leclerc les a pris par surprise. Et surtout du fait que Piastri n'a jamais été capable de vraiment causer une menace à Leclerc. Oui, il était à moins d'une seconde pendant plusieurs tours de Leclerc, mais jamais il a été en mesure de causer une grosse menace. Alors, là-dessus, je pense le podium était possible. Et si Piastri dépassait Leclerc, il allait potentiellement aller chercher Verstappen et il avait le rythme pour. Alors, là-dessus, pour Piastri, ça s'est moins bien passé que prévu. Ouais. Ben, regarde, moi, depuis plusieurs semaines, on me dit que Piastri est en train vraiment de prendre sa place chez McLaren. Puis, tu sais, je l'ai dit à la surprise de Julien et toi, je pense que c'était après le Tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ouais. Comme quoi, je vois bientôt Piastri devenir un pilote égal, sinon supérieur à Norris. Mais c'est des courses comme ça qui démontrent qu'il y a encore des côtes à manger. Le point de vue de gestion maintenant, tu vois, Norris a été A1. Piastri, peut-être. Évidemment, il a fait 39 tours sur des gommes dures. Il a attendu beaucoup plus longtemps sur les médiums puis tout. Ce qui a fait en sorte que le undercut de Ferrari l'a encore plus mis dans une situation désavantageuse. Puis peut-être que McLaren, à ce moment-là, s'est dit, peut-être que faire 45 tours sur des durs à Piastri, là, à ce moment-là, on parle plus de perdre sa potentielle place sur le podium, mais peut-être de chuter de position. Ouais. Sainz a fini quand même à presque 5 secondes derrière, là, mais je sais pas si jamais tu rajoutes 7, 8, 10 tours, disons un 7, 8 tours à Piastri sur des durs, peut-être que ça devient un peu plus corsé. Mais bref, regarde, c'est encore des petites choses comme ça. Piastri aussi, bon, c'est seulement sa deuxième fois sur ce circuit-là, si je me trompe pas, ne l'a jamais... L'as-tu coursé en F2? Bref, c'est sa deuxième course sur ce circuit-là qui est très, très, très technique. C'est un circuit qui est étroit. C'est un circuit sur lequel les changements météo, le vent, etc., sont très, très, très importants. Oui. Fait que c'est un circuit qui a beaucoup de petites particularités. Pour en sorte que c'est peut-être un peu plus difficile à maîtriser. Mais tu vois, regarde l'expérience de Norris là-dessus, vraiment l'a favorisé. Oui. En même temps, c'est sûr que quand tu es coincé pendant 10-15 tours, au début d'un stint, sur tes pneus, tu es coincé derrière quelqu'un, tes pneus vont aller plus vite. Tes pneus sont moins capables de conserver leur température. Tu dois changer ta ligne ta ligne de course des fois pour t'adapter à ceux qui sont autour de toi, etc. Fait c'était pas une situation facile pour Piastri quand même, faut le dire. C'est vrai. C'est vrai, et d'autant plus que c'est pas. Oui, il perd un podium parce qu'il est parti troisième, mais je me dis, dans l'optique où McLaren a pris 11 points sur Red Bull au championnat des constructeurs. Énorme. C'est énorme quand même. C'est sûr qu'ils auraient voulu en avoir un peu plus, mais la pression est du côté de Red Bull plutôt que de McLaren. Et tu as parlé de Ferrari. On a souvent, dans le bulletin GP, parlé de comment Ferrari fuck les stratégies et tout ça. Mais il faut admettre qu'aujourd'hui, ils ont bien fait. Surtout du côté de Charles Leclerc, parce que c'est déjà un deuxième podium consécutif pour le Monégasque. Et
en plus, Leclerc a été bon. Je sais pas si le claim de deuxième meilleure voiture est plausible, même si on n'a pas la quantification à savoir si qu'est-ce que ça aurait donné avec un Perez, entre autres. Mais c'est vrai que à un moment donné, je pensais que le rythme de la Ferrari était un peu en deçà de ce que je m'attendais, mais à la fin, ça s'est bien passé et d'autant plus que Leclerc a été vraiment en mesure de résister euh, aux quelques attaques d'Oscar Piastri durant l'épreuve. Alors, je dois dire vraiment chapeau à Ferrari d'avoir vraiment pris cette opportunité d'utiliser l'undercut et de gagner 2 places. Non, 1 place, pardon, parce que je pense que Leclerc était. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que avant son arrêt au puits, Leclerc était derrière Piastri. C'était derrière Piastri, si Donc, je ne me trompe pas, effectivement. donc Donc, oui, cette stratégie-là leur a effectivement fait gagner une position. en fait, 2, parce qu'il y avait George Russell aussi. Donc, Ouais, ouais. donc c'est 2 places gagnées comparées à en plus du bon départ de Leclerc en plus. Donc, c'est en tout 3 places gagnées comparées. Et je dois dire, on s'attendait vraiment pas à voir Ferrari sur le podium. Donc, vraiment, chapeau à la Scuderia d'avoir réalisé ce tour de force. Et pour Carlos Sainz aussi, je pense qu'il avait vraiment du rythme. C'est juste dommage que tout ça a été gâché par cette élimination en Q2 samedi. Ouais. Donc, vraiment, je pense que Ferrari a vraiment joué les bonnes cartes. Pour Mercedes, c'est... Pour Lewis Hamilton, ça va, il a sauvé les meubles. La stratégie à 2 arrêts a bien fonctionné. Oui, il finit 8e, mais c'est le mieux que Mercedes pouvait faire ce week-end. Par contre, je comprends. J'ai pas compris la décision de Mercedes d'aller d'arrêter George Russell pour détendre. Bon, je pense honnêtement pas que ça a changé grand-chose. Russell avait une course franchement ordinaire, je pense. Ouais. Parti 4e, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Oui. 4 ou 5? Ouais, je pense qu'il était parti 4 ou En tout 5e. Ouais. Mais il était vraiment dans le coup. J'ai pas... je l'ai jamais... tu sais, il perdait toujours un peu de temps. Il n'était jamais vraiment capable de se rapprocher du pilote devant lui. Il est parti Euh, 4e. Pardon? Excuse-moi de t'avoir coupé. Russell est parti 4e. OK. Mais je n'ai jamais vraiment senti comme quoi il était capable de rivaliser avec ceux autour de lui. Ouais. Évidemment, la caméra était peut-être sur autre chose, là, mais tu le voyais vraiment jamais comme se pointer au nez dans un freinage ou un virage, quoi que ce soit. Non, j'ai pas vu quoi que ce soit de sa part. En même temps, regarde, je pense que Mercedes, dans le contexte, va dire, regarde, si jamais on se ferait un circuit comme ça, on est peut-être moins performant, vu tout ce qui s'est passé dernièrement. Mm-hmm. Fine. Je veux dire, ils ont gagné 3 des 4 dernières courses. Ils auraient pu même avoir un 1-2 la dernière fois, si jamais c'était pas de la disqualification de George Russell. Fait que, en général, là, si jamais on regarde la situation dans laquelle l'écurie se trouve, je pense qu'ils sont pas trop déçus, trop inquiets. C'est un week-end qui va peut-être juste les inviter à remettre certaines petites choses en question. Ouais. Mais je pense pas que je pense pas vraiment qu'ils vont partir que ça va carrément les alarmer ni rien, là. La prochaine course est un circuit complètement différent, Ouais. celui de Monza. Fait que c'est, à ce moment-là, si jamais tu as une autre course comme ça, où tu termines en dehors du top 5 avec tes 2 pilotes dans un circuit qui est diamétralement opposé au style de Zandvoort, là, c'est peut-être, là, tu commences à vraiment un peu plus paniquer.
Mais vu sa nature relativement unique, je suis pas trop inquiet pour Mercedes. Non, c'est ça. Je pense que on peut accepter là, un genre de one-off du côté des flèches d'argent. Et aussi, ce qui n'a pas aidé Russell, c'est l'arrêt au puits un peu lent. Euh, Ouais. c'est un arrêt de 3.3 qui a fait en sorte que, évidemment, ça a permis à Leclerc de revenir devant Russell. Donc ça aussi, ça n'a pas aidé. Euh, L'arrêt de Piastri, d'ailleurs, aussi a été un petit peu long, là. Si je me trompe pas, c'est un 3.4 ou un 3.6 qu'il avait fait. je Ça se peut-tu? Fait que c'est sûr que ça l'a pas aidé sa situation versus Leclerc. Ouais, ça aussi, ça n'a pas aidé. Je pense pas que ça a tout changé, là, mais ça peut pas avoir aidé. Et aussi, je dois dire, pour moi, et puis je regarde justement, pour revenir à Russell, le relais à entendre était pas très, très intéressant comparé à celui d'Hamilton. Il était moins rapide quand il était avec les durs. Donc, là-dessus, je pense que Mercedes a peut-être botché un peu la stratégie de Russell en disant, bah écoute, si ça a fonctionné pour Hamilton, peut-être ça pourrait fonctionner ça peut fonctionner en fait pour Russell, mais ça n'a Ouais. jamais été le cas. Euh, Sergio Perez, d'un autre côté, euh, ouais, certes, il finit, ouais, certes, il finit sixième, sauvé par l'arrêt de Russell, parce qu'il aurait pu finir 7. Euh, mais est-ce que c'était une... Parce que j'ai écouté David Coulthard dire c'était une bonne course de la part de Checo. Ouf. Moi, je trouve qu'on a fait juste assez pour pas être dans le trouble. C'est ça. Oui, ça fait deux courses qui se qualifient dans le top 5. Ouais. Fine. L'autre course, en même temps, c'est sûr qu'il y avait des pénalités qui l'ont placé là. Si je ne me trompe pas, Ouais. il était parti cinquième, qualifié sixième, là, mais vu de la pénalité. En tout cas, bref, se qualifie dans une zone respectable pour la voiture qu'il a. Euh, Puis, tu sais, se maintient relativement court. Je l'ai pas vu. Tu sais, oui, il a dépassé des voitures qui étaient nettement plus lentes que lui. Là, si je me trompe pas, il y en avait une couple là, qu'on a vue sur Alonso, des gars comme ça. Là. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment... C'est pas battu contre ses vrais rivaux là, en piste. Puis, regarde, il a fini à 7 secondes derrière Sainz, 7 secondes et demie, puis à 5 secondes devant Russell. Qui l'a Il dépassé, en était un peu fait. tout seul, à la fin. Ouais. Mais au vu, par exemple, des dernières courses, C'est correct. c'était mieux. C'était correct. Mais au moins, Tu ne fais pas chicaner, ouais. Red Bull ne pourra pas te parquer pour l'oratoire. Non, c'est ça. Je pense que il a fait ce qu'il devait faire, mais c'était juste le strict minimum. Un 5 ou 6 sur 10. Note de passage. C'est ça. Et pas plus. Exactement. Donc, c'était juste correct. Sinon, moi, on va parler de Pierre Gasly. Vraiment, parce que je regarde, je regarde oui, il a fini premier de la FP3, mais qui était sous la pluie et il y a eu l'accident assez violent de Logan Sargent. Donc, Ouch. c'était, c'était autre chose, mais Gasly s'est qualifié 9e. Je pense il avait aussi fait un bon départ. Et en plus, il était dans le coup. Certes, on s'entend contre les Sainz et Hamilton et compagnie, il pouvait rien faire. Exact. Mais je dois dire que Gasly, quand même, a fait, a réussi à extraire le plus que possible de la Alpine. Quand on regarde surtout ce que Esteban Ocon a fait, éliminé en Q1, euh, alors que Gasly était parmi le top 10 pendant toute la session.
je dois dire, je dois dire vraiment, Gasly se sent plus galvanisé par le fait qu'il va être le numéro 1 l'an prochain avec Jack Doohan, pardon, qui a été officialisé en fin de semaine comme pilote titulaire l'année prochaine. Ouais. Donc, je crois que Alpine, évidemment, met plus l'effort sur Gasly que sur Ocon. Et ce qui est compréhensible parce qu'Ocon va quitter pour Haas. Mais je dois dire quand même que Gasly a finalement un moment où il est plus rapide qu'Ocon parce que c'était ce dernier. C'était rare cette année qu'on voyait Gasly plus fort que Ocon sur l'ensemble d'un week-end parce que c'était ce dernier qui réussissait à mettre le paquet pour donner le meilleur des résultats possibles pour Haas. Ouais, ben, plus de points au classement qu'Ocon, mais de façon générale, c'est que même quand les deux récoltaient pas de points, c'est Ocon qui était plus souvent qu'autrement le meilleur des deux. Ouais. Mais tu sais, je pense aussi, j'en ai déjà fait part dans un dernier épisode, je pense que Esteban Ocon est un pilote plus talentueux que Pierre Gasly. On oublie la personnalité, on oublie tout ce qui vient, ses étiquettes à lui. Mais je trouve vraiment que c'est un meilleur talent. Mais là, vraiment, tu sais, les deux, essentiellement, ont fini là où ils sont qualifiés. C'est juste que Ocon a eu une mauvaise qualification. Gasly en a une très bonne. Ouais. A eu un très bon départ. Il est monté 7e, si je ne me trompe pas, presque 6. Oui. Puis, tu sais, c'est avec les attentes qui sont placées envers cette écurie-là, cette voiture-là, c'était vraiment, vraiment intéressant. Mais du moment où tout le monde est embarqué sur son rythme de croisière, là, je pense que c'était pas mal sûr qu'il ne se passerait pas grand-chose avec lui. Mais quand même, il termine devant les deux Aston Martin. Super intéressant. Ouais. Là, ça fait en sorte que là, Alpine se distance de Williams. Je pense pas qu'ils vont rattraper Haas. Mais tu sais, c'est beaucoup mieux que ce vers quoi ça pointe en début de saison. Ouais, ça c'est clair. Il y a vraiment eu des grosses améliorations et des gains, surtout du côté d'Alpine. On pensait même que l'équipe allait finir dernier, mais je pense que ça, on peut oublier ça. Mais je dois dire quand même que, bon, en même temps, t'as Flavio Briatore qui dit que on va se battre pour des podiums d'ici 2027. Ouais, d'abord, comment que tu vas faire ça, mon Flavio? Hein? Ouais, et surtout. As-tu un plan? Ouais, ouais, surtout ça. Mais non, écoute, plus sérieusement. C'est pas impossible, mais genre, je regarde comment que la courbe de développement de McLaren va, la qualité des pilotes. Ensuite de ça, Ferrari. Ensuite de ça, ben, tu sais, tant aussi longtemps Max Verstappen est chez Red Bull, ça va être de façon continuellement, ça va être une écurie qui va se battre pour les podiums à chaque course. Mercedes, écoute, ça va être dur là, de monter dans ce groupe-là. Ouais, et surtout, ben, si évidemment ils ont un moteur Mercedes. Exact. Certes, ça peut les aider, mais encore là, il faut une stabilité. Ça, c'est très important. Donc, mais pour l'instant, Alpine peut se consoler avec les 2 points. C'est un bon travail que Pierre Gasly a réalisé en fin de semaine. D'autant plus que c'est sur ce circuit même qu'il a obtenu son premier podium avec Alpine l'année dernière. Alors, exact. Alors, c'est un circuit qui lui sourit avec l'équipe française. Disons, pour Aston Martin, c'était en qualification, c'était bien. Il y avait des espoirs de voir les 2 voitures dans les points. Malheureusement, on se concentre seulement sur Fernando Alonso qui termine avec le dernier point disponible. Et Lance Stroll qui finit 13e, 12e à l'arrivée, mais parce qu'il y a une pénalité, c'est une 13e place.
Aussi une course en deux temps, tu trouves pas? Honnêtement, j'ai tellement pas regardé ce qui se passait chez Aston que je pourrais pas te dire. Je regardais vraiment plus ce qui se passait en avant. Euh, mais à chaque fois que la caméra était sur une des deux voitures, j'ai l'impression que c'était pour se faire dépasser. Fait que je sais pas. L'impression que j'ai eue n'était pas très, très avantageuse de ces des deux pilotes. En même temps, peut-être qu'ils ont eu plusieurs super bons dépassements qu'ils ont fait et qu'on l'a juste jamais vu. Ça se peut aussi, là, mais j'en doute fortement. Là. Je trouve Aston est en train juste comme et comme parqué là dans une zone, dans un no man's land, si on veut, où que sont extrêmement loin derrière Mercedes et Ferrari, mais sont comme quand même assez nettement euh, devant RB puis Haas. Fait qu'ils sont comme parqués là au milieu de nulle part. Je sais pas ce Exact. que ça en pense. Ben oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu les... Ben là, tu vois, avant toute chose, Alonso et Stroll sont partis septième et huitième. Oui, très bon. Ce qui était très bon, c'était une très bonne qualification de la part des deux. Et évidemment, ils ont profité de l'élimination de Sainz et de Hamilton en Q2, en plus de la disqualification d'Alex Albon pour un plancher non conforme. Donc ça les a aidés pour être mieux placés sur la grille. Alonso aussi a fait un bon départ. Mais ensuite, je pense qu'ils ont malheureusement reculé. Et c'est vrai que il y a eu les mises à jour. Mais il y a eu des moments où ça a fonctionné, mais beaucoup plus quand ça fonctionnait moins. Et je pense que je suis complètement d'accord avec toi pour dire que Aston Martin est vraiment dans un genre de... Ils sont vraiment parkés là, effectivement. Euh, Si jamais il y a des gains, ça va être des gains, ça va être de bons gains, mais pas assez pour être en mesure de challenger Ferrari ou Mercedes. Ça va être juste aller continuer à se battre pour les derniers points disponibles, ou si par exemple quelque chose d'extraordinaire devait arriver. Ouais. Ou encore juste Checo quand il y a un de ces week-ends typiques où il course avec des écuries justement comme Aston. Ouais. Mais d'un point de vue, là, les 7 premiers pilotes sont presque intouchables. Ouais, exact. Puis le reste, ben ça se joue sur des fines marges. Euh, Tu sais, j'ai parlé de Nico Hülkenberg. Vraiment une bonne course de sa part. Encore une fois, 57 tours sur les durs. Magnussen, oui, c'est vrai. Merci de me l'avoir fait rappeler. Magnussen aussi, dans les premiers tours, est parti large au virage 1, le virage Tarzan. Ce qui a ruiné sa course ensuite. Mais en plus de ça, ben, il partait de la ligne des puits. Donc, Il a quand même fini 15 secondes devant Bottas malgré ça. Hein? exact. Écoute, moi j'ai une question pour toi, Abdou. Ouais. Est-ce que c'est pas une question de combien de points, mais est-ce que Sauber va ramasser un point cette année? Après, une course catastrophique à la Hongrie, c'était 2021, ouais. Hongrie 2021, quand Ouais. Ocon a gagné. Il faudrait carrément une course comme ça, là. Ouais. Parce que la meilleure chose, je pense que je vais juste regarder vite fait les résultats par course de Sauber cette année, mais je crois qu'ils ont fini 11e au moins une Ouais. fois cette saison. Jones a eu une 11e place et ce qui fait en sorte qu'il est devant Sargent au classement. Donc, Mais en moyenne, Sargent est comme 2 places et quelques devant lui. C'est vraiment juste vu que c'est le meilleur résultat. exact. Donc, c'est littéralement ça. Puis je pense que c'était au Bahreïn en plus. Au Grand Prix de Bahreïn, si je me trompe Ouais. pas. Fait Ouais. Depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, pas mieux que 14. puis, littéralement, leur meilleure course, c'était en Chine. Surtout le sprint où ils étaient
un peu dans le coup pour aller chercher les derniers points disponibles. Et bon, certes, Zhu Guanyu a fini 14e dans la course, mais c'était une performance un peu plus solide. Mais là, aujourd'hui, on en parle parce que c'est la réalisation que j'ai faite. On ne les a vraiment pas vus au cours du Grand Prix. Euh, certes, quand on le voyait, c'était Zhou s'est arrêté. Ah, il est encore là, lui. Mais le point, c'est que, c'est quoi? Ouais. Si jamais c'était pas des... c'était-tu Bottas ou Joe qui avait eu deux arrêts atroces au Bahreïn, là? Ouais. C'est peut-être que leur seule chance d'avoir des points, là, cette saison, c'était là. C'était exactement en début de saison. Si jamais il n'y avait pas des problèmes d'arrêt au puits. Exact. Bref. C'était leur meilleur moment, mais là, depuis, ça ne fait que péricliter. Et puis, on est rendu à un point où on dit, c'est ce qui. Rattrapable. Ça l'est encore, mais c'est de moins en moins. C'est de moins en moins possible. Et encore là, il va falloir se fier à une course complètement folle pour que ça se produise. Parce que, honnêtement, c'est possible. Il y a 4 points qui séparent Sauber de Williams pour la 9e place. Ouais, je pense vraiment que... Je pense pas qu'on va aller chercher 4 points, là. Non, dans le rythme actuel, on peut oublier ça. Peut-être un, peut-être deux, là. Mais je les vois un peu comme... je les vois comme les Haas de 2021 où ils ont complètement abandonné, puis c'est juste... ils laissent leur pilote courser, puis ils pensent à ce qui s'en vient des années futures, là. Exact. Genre 2026 avec l'arrivée de Audi. Oui. Tiens, parlant de Williams, ça a été un week-end difficile pour les deux pilotes. Dans un sens, Logan Sargent a eu son violent accident lors des essais du samedi matin. N'a pas pu prendre part à la séance de qualification. Et Alex Albon avait réussi à se qualifier 8e. Malheureusement, le plancher était non conforme, donc il a été disqualifié et fini au final, évidemment hors des points, mais 14e. Mais je pense qu'Albon était quand même... Il a fait une bonne course dans les circonstances. Oui, vraiment 5 places. C'est sûr que, bon, c'est pas la partie du peloton qui est la plus difficile à battre, mais en même temps, le fait que tout le monde... C'est une partie du peloton qui est... je me corrige. C'est pas les plus forts, mais le fait que tout le monde soit quand même relativement proche fait en sorte que tu te retrouves dans des trains DRS, puis que c'est assez difficile de te démarquer. Puis des fois, quand tu te retrouves dans des trains DRS, tu te retrouves comme Kevin Magnussen, que tu perds 3-4 places en une ligne droite. Ouais. Mais ça arrive. Ça fait en sorte que tout le monde gagne des places. Tout. Fait que c'est dur de... un peu pour la même chose que pour Piastri, quand tu es tout le temps collé avec tout le monde, c'est dur de trouver un rythme, tes pneus surchauffent plus facilement, t'es pas capable vraiment d'aller chercher ta ligne de course idéale à tout moment. Surtout un circuit qui est sinueux, qui a beaucoup de relief comme Zandvoort, à ce moment-là, avec tous les changements de modulation, tu peux pas suivre quelqu'un à vraiment comme à une voiture ou deux de distance dans certaines parties du circuit, là. Tu peux pas faire ça comme peut-être un circuit comme Silverstone ou quoi que ce soit, là. Exact. C'est ça en Silverstone, ça aurait été un peu plus facile, mais Zandvoort, bonne chance parce que c'est sinueux, c'est étroit, donc et ta meilleure chance de dépasser, c'est sur la ligne droite. Et si tout va bien parce que t'as réussi à garder un avantage, c'est peut-être le virage 3, le virage Hugenholz. Alors ouais. Ou sinon, à la fin du deuxième secteur, après le petit DRS, si jamais tu plonges à l'intérieur. Tu sais, il y a eu des dépassements pendant la course, oui. mais
faut vraiment que tu prépares cette attaque-là, là, comme 2, 3 virages à l'avance, puis si jamais le pilote à l'avant de toi te voit venir, c'est à peu près impossible. Exact. Il faut vraiment que tu aies une approche parfaite. Là. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, moi, j'ai plus hâte de voir Williams la semaine prochaine à Monza. Ouais. Parce que c'est une voiture qui est bonne sur les lignes droites. Alors, ça pourrait les avantager. Maintenant, est-ce que ce sera aussi bien que ce qui a été fait l'année dernière ou bien même en 2022 quand Nick De Vries a remplacé Albon à pied levé? C'est une autre histoire. Ben, historiquement, oui, Williams est bon dans les circuits haute vitesse, mais ça, c'était plus il y a quelques années. Depuis, ils ont vraiment été pour une approche plus balancée. C'est sûr que c'est pas comment je te dirais? Tu sais, c'est peut-être quelque chose qui les favorise plus que d'autres circuits, comme Hongrie, Monaco, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais leur approche de haute vitesse, low downforce, est beaucoup moins est beaucoup moins prononcée qu'elle l'a été il y a peut-être 2, 3 ans. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si jamais, justement, c'est peut-être ça qui fait en sorte que cette année, ils cherchent encore ce juste équilibre-là, ce qui fait en sorte que cette année, ils sont beaucoup moins forts que l'an dernier. Peut-être que c'est plus comme une année où ils essayent un peu de se rebâtir une philosophie puis de voir qu'est-ce qui marche pas. Mais ben, c'est sûr que Albon, maintenant, quand tu es rendu que tu as essentiellement 7 des 10 positions qui ramassent des points qui sont à moins d'une catastrophe, qui sont barrées là, Ouais, le mieux que tu veux faire, c'est terminer 8e. exactement. Donc, Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est tellement difficile de ramasser des points cette année. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec 4 écuries en haut de 270 points, puis le reste en bas de 75. ouais. Donc, C'est simple. T'as 2 packs dans la course. Là, t'as 3 écuries et demi, puis après ça, t'as le reste. Puis exact. après ça, dans le reste, t'en as 2 qui traînent là. Ouais, carrément. Donc, là-dessus, il faut aussi trouver les forces pour être en mesure de bien bâtir. Et puis, j'ai hâte de voir si Monza et surtout Bakou vont être, et même à la limite Brésil, vont être des circuits qui pourront avantager Williams. Mm-hmm. Donc, et aussi, avant de terminer, je veux souhaiter un joyeux anniversaire à Andrea Kimi Antonelli, qui a officiellement 18 ans aujourd'hui. Et le cadeau d'anniversaire qu'il a reçu, c'est c'est la confirmation qui va rouler en FP1 la semaine prochaine à Monza. Ça a été confirmé par Mercedes aujourd'hui. Maintenant, la prochaine étape, c'est de savoir est-ce que on va avoir aussi la confirmation tant attendue qu'il sera un pilote titulaire en 2025 avec Mercedes. C'est à suivre. Donc, Un peu échappé, là. Je pense que je pense qu'on peut le dire, là. ouais, Je pense qu'il attend vraiment, là, il attendait d'arriver en Italie pour l'annoncer devant ses compatriotes. ouais, Je m'attends de façon officiel. presque officielle, là, je pense que ça va être. Je suis. Bon. Effaceras ça, on recommence la fois. De façon presque certaine. Je pense qu'il attendait juste d'arriver en Italie pour le faire. Exact. Donc, ça va être quelque chose à surveiller dans les prochains jours. Oui. Al- Parlant de nouveaux pilotes, justement, Dohan, j'aimerais, Oui. si jamais tu veux leur glisser un petit mot, moi, c'est un pilote que que je sais un petit peu son parcours, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça tu sais, Alpine, je pense que mon avis, c'est que ça démontre si jamais tu sais, c'est pas un grand pilote puis tout, là. Si jamais c'est rendu que c'est comme ton choix par défaut, ben, il y a une bonne chose puis une mauvaise chose là-dedans pour Alpine. La bonne chose, c'est que finalement, ils vont amener un pilote de leur filière en haut. Oui. Mais l'autre affaire, c'est que ça veut dire, écoute, si jamais il y a personne d'autre de plus, comment je te dirais, de qualité supérieure qui veut aller courser avec toi, aïe, aïe.
Tu m'enlèves les mots de la bouche et c'est exactement ça que je voulais amener. C'est ça, c'est que je pense que Douane est un bon pilote et effectivement, il a bien fait, surtout dans la deuxième partie en Formule 2 aussi. Dans sa dernière année en 2022, il avait bien fait. Il a été solide. Mais je m'attends pas à ce qu'il soit évidemment il n'est pas le next big thing comme Antonelli justement et je trouve que effectivement oui c'est bien que Alpine ait justement pu promouvoir un pilote sans qu'il y ait un esti de bordel contractuel mais en même temps c'est que on sait que Alpine voulait Sainz, il a refusé. Surtout, ouais, parce que je vais pas en ajouter plus, sinon ça va sortir sur de la mauvaise foi là. Donc, mais Je trouve que tu sais c'est il y a du bon et du mauvais là-dedans. Mais je pense en même temps, tu regardes un peu le parcours de Douane, c'est genre de où est-ce qu'il s'est retrouvé au classement dans les catégories inférieures. mm-hmm. Tu sais, je veux dire, quand Liam Lawson est arrivé, c'est à peu près le même genre de résultat, le même calibre, si on veut. Puis il est arrivé à la fin, puis vraiment, Lawson était très bon. Ce qui fait en sorte que probablement que l'an prochain Mm-hmm. va être en F1. Tu sais, Red Bull, je pense, a un intérêt vraiment à lui donner au moins une saison complète dans un de ces deux baquets. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est des Leclerc, des Russell, puis tout, puis qui est des Piastri, puis qui casse tout dans les catégories inférieures, puis qu'il arrive en F1, puis que la transition se fait en 1 an ou 2. Ben, Russell, c'est sûr, ça a pris longtemps à cause qu'il était chez Williams, mais même chez Williams, là, Mr. Saturday, il était, tu sais, tu vois, même jamais la voiture était ordinaire, très, très ordinaire. Le pilote était quelque chose. Ouais. Puis, tu sais, ça m'agace tout le temps. Puis tu vois des pilotes comme Pourchère, des gars comme ça, des Drugovich. Tu sais, c'est sûr que Drugovich était peut-être un peu plus vieux quand c'est. Mais que eux autres, ils gagnent. Puis tu sais, ils sont solides. Mm-hmm. Ça se trouve, Douane, je pense qu'il avait fini quoi? Sa meilleure saison en F2 avait fini 5e, 4e, 5e. Ouais. Mais Pourchère avait vraiment été le meilleur. Puis il n'est toujours pas un fort. Ouais. Toujours un peu agacé de voir tout le monde qui dit ben il devrait forcer les pilotes champions de F2 à sauter directement à la fin l'année d'après. Oui, puis non. Je veux dire, comment tu veux forcer des méga corporations comme ça avec des contrats de plusieurs millions, avec des sponsors, avec des salaires des pilotes qui sont fixés avec des contrats. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ouais, voilà. Tu peux pas forcer une écurie à rentrer un pilote si jamais c'est pour te mettre dans le trouble financièrement. Je veux dire, probablement que Sauber à argent égal, aimerait mieux avoir pour cher dans la voiture que Joe. Je pense. Ah, clairement. Mais tu sais, quand tu as 20, 25, 30 millions d'euros qui viennent de sponsors, c'est ça. Tu sais, on parle négativement, peut-être avec raison des pilotes payants, mais pour les équipes, ça devient un incitatif à garder l'équipe existante. Donc, là, c'est sûr que, par exemple, pour certains cas comme Zhou Guanyu, oui, il fait des performances correctes, même si on en veut plus. Mais sans ça, ben... C'est ça. Au moins, l'argent règne. Et du côté de Douane, au moins, l'avantage, c'est que avec les tests en simulation, les FP1 qu'il a fait, dont celle à Montréal, au moins, ça va l'aider à être mieux préparé pour l'année prochaine. Et aussi, de ce que j'avais lu aussi via Percy Wolf sur Twitter, qui est un expert dans les catégories juniors en France,
Il dit que, bon, avec l'arrivée de Oliver Oaks comme le directeur d'équipe chez Alpine et le fait qu'il ait été chez High Tech, ben, il semblerait que Paul Aaron, qui fait très bien en Formule 2 actuellement, pourrait être un pilote réserve pour l'année prochaine. Et ce qui voudrait dire que peut-être un Victor Martins n'aurait pas sa chance en Formule 1, du moins avec Alpine, le groupe Renault. Ben, puis tu sais, Victor Martin, c'est probablement un des pilotes qui sont les plus sous-appréciés en F2. Parce que je trouve honnêtement que depuis que je suis ça de façon plus attentive, c'est un des pilotes les plus constants. Tu sais, c'est pas un monstre non plus, là. Non. Tu sais, c'est pas, tu sais, il est pas dominant constamment. Mais des fois, il t'a des courses que tu fais, ben, voyons donc. Genre, pour vrai, il y a quelque chose dans ce pilote-là, puis après ça, la course d'après finit huitième. Fait que c'est toujours ça, la F2. Tu sais, tu peux pas compter sur ta voiture pour vraiment te démarquer des autres. Mm-hmm. Tu sais, évidemment, tu as des écuries qui terminent plus souvent en avant qu'en arrière, mais ça, c'est plus par rapport au personnel, au réglage. Tu sais, c'est les gens dans l'équipe qui font ça. Mais une fois sur la piste, à réglage similaire, Ouais. c'est tout au pilote que ça appartient. Puis Victor Martins, je me rappelle, c'était-tu à Monaco qui avait parti huitième puis qui avait gagné 6 places au premier tour cette année, si je ne me trompe pas, c'était lui. Je Tu sais, pense. quelque chose dans ce gars-là que des fois, je trouve. En tout cas. Ouais. Et puis Frédéric Vestier aussi, ben tu sais, Mercedes, il a une coupe de mots. Paul Aaron, si je ne me trompe pas, appartient à Mercedes. Il appartenait à Mercedes depuis jusqu'à l'année dernière, en fait. Donc, en gros, Aaron est un agent libre en soi. J'avais vu un logo Mercedes sur sa combine ou sur sa voiture, fait que ça m'a peut-être un peu mêlé. Mais tu sais, Vesti, ça, je sais qu'il appartient à Mercedes. Oui. Fait que tu sais, que tu regardes un petit peu, tu fais, donc, Mercedes va faire quoi avec ces pilotes-là? Ouais, donc j'ai hâte de voir Dwan l'année prochaine. Certes, je m'attends pas à ce qu'il casse la baraque dès le premier coup. Quoique ce serait cool aussi. Mais il a un an pour impressionner le personnel d'Alpine et surtout Jesus Christ à Flavio Briatore. C'est pas un gars en qui j'ai la confiance la plus aveugle, disons. Ouais. D'après moi, ça sera pas. Écoute, je me souhaite honnêtement juste bon. Oui. Mais je vois pas à quel point. Je vois pas comment est-ce qu'il va bien paraître à côté d'un gars comme Gasly. Puis surtout là, dans un midfield qui va être de plus en plus prononcé parce que je pense que tu sais, Ricard va être aussi bon sinon meilleur encore. Mm-hmm. Aston Martin, écoute, j'ai pas vraiment d'opinion sur eux l'an prochain parce que l'affaire, c'est que là, Alonso, je commence à le voir que c'est peut-être plus il est peut-être plus aussi comment je te dirais, aiguisé qu'il l'était l'an dernier. Mm-hmm. Est-ce que vraiment là, l'âge pour finalement être en train de le rattraper? Peut-être. Ouais. Mais je trouve là que je vois pas Aston Martin faire un pas de géant l'an prochain, malheureusement, avec ce duo de pilotes-là. Williams peut à peu près juste aller de l'avant avec Sainz. Mm-hmm. Littéralement, je vois pas comment est-ce que. Je crois que Carlos Sainz est un meilleur pilote qu'Alex Albon. Fait que si jamais les deux travaillent bien ensemble, ben, les points vont se multiplier. Ouais. Haas va être meilleur parce que je pense Sur papier, ouais. que Ocon est meilleur que Magnussen. L'écurie est sur une pente montante. Bon, c'est sûr que les points de Hülkenberg vont être difficiles à remplacer pour Lieberman. Mm-hmm. Mais tu sais, vont, dans le pire des cas, être à peu près à la même place où ils sont là. Sauber front à rien. Là. Je veux dire, j'adore Nico Hülkenberg comme
comme addition chez eux l'an prochain, mais Mhm. je pense que lui-même sait que si jamais ramasse 10 points l'an prochain, ça va être un miracle. Là. Même 5. Je pense qu'il sait tout de suite que tu sais, l'an prochain, c'est une année de préparation pour 26. Ouais. J'espère qu'il y a des bons antidépresseurs parce que ça va être une longue année. Mais non, je vois vraiment mal comment est-ce que ça pourrait être une saison facile pour rentrer à F1 pour Dwan. Ouais. Son coéquipier va probablement le dominer. Il va être dans un... Tu sais, les positions, disons, 10 à 16, 10 à 18 vont être extrêmement compétitifs. C'est vrai. Donc, tout ça, ça va être à suivre pour l'année prochaine. On va compléter cet épisode. Je vais vous donner le classement des pilotes après le Grand Prix des Pays-Bas. Maintenant que les inspections ont été complétées, les résultats sont officiels. Donc, Verstappen mène avec 295 points. C'est maintenant 70 de plus que Lando Norris. Charles Leclerc est troisième avec 192 points. Oscar Piastri est quatrième avec 179. Carlos Sainz, cinquième avec 172. Lewis Hamilton, sixième avec 154. Sergio Perez, septième avec 139. George Russell, huitième avec 122. Et ensuite, on a les deux Aston Martin. Fernando Alonso avec 50 et Lance Stroll, dixième avec 24 points. Au classement des constructeurs, maintenant l'écart entre Red Bull et McLaren est maintenant de 30 points. Donc 434 contre 404. Ça devient de plus en plus serré. Ferrari est troisième avec 370 points. Mercedes est quatrième avec 276 points. Cinquième, Aston Martin avec 74. RB est sixième avec 34. Septième, Haas avec 27 points. Huitième, Alpine avec 13. Williams, 9e avec 4 points. Et Sauber n'a toujours pas de points. Donc, le prochain Grand Prix, c'est en Italie, à Monza. Et d'ailleurs, c'est notre prochain rendez-vous pour non seulement l'émission d'après-course, mais aussi le prochain épisode du balado du Bulletin GP. Nous sommes disponibles sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Apple Podcast et n'importe où vous pouvez écouter le balado de Bulletin GP, sauf sur YouTube parce qu'il y a encore des problèmes pour mettre la balado sur YouTube, mais ça va venir à un moment donné. Mais sinon, on est sur Facebook, Twitter, Instagram et Twitter de Bulletin GP. Il y a aussi le groupe Facebook La Monoplace où vous pouvez discuter de Formule 1 en tout temps avec nous. Alors, François, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois, Abdou. Donc, ça m'a fait plaisir. Maintenant, tu pourras aller célébrer la victoire de Lando Norris. J'ai encore envie de le chicaner pour le départ. Ah oui, après l'avoir chicané pour le départ. Mais ensuite, non, tu pourras... C'était pas encore une course. Il a gagné vers 22 quelques secondes. Et c'est encore compliqué la vie. Ouais. Mais ça va venir un jour. Ça va venir où il va arrêter de se compliquer la vie. Donc, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve pour le Grand Prix d'Italie, l'après-course. Bonne soirée tout le monde. Voyons. Bonne journée tout le monde. À la prochaine.